Alors, deuxième vidéo sur les rappels sur les vecteurs. On passe au grand 2, collinéarité. Donc, on va parler de collinéarité. On va expliquer que c'est la version vecteur du parallélisme, hein. Et on va parler d'abord en fait de vecteur directeur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un vecteur directeur? Voilà une illustration. Sur ce dessin, sur cette figure, le vecteur U est un vecteur directeur de la droite qui est marqué ici, qui est appelé ici D1. Alors, à quoi ça correspond? Ben, tout simplement, ça donne la direction dans laquelle va la droite D1. Ou réciproquement, la droite D1 donne la direction du vecteur U. Bref, si je prends U et que je le déplace, je peux le poser tout pile sur la droite, hein. Voilà un exemple. Mais on ne va pas tout à fait se satisfaire de cette définition, même si c'est vraiment ça l'idée, hein. Je peux poser le vecteur U tout pile sur la droite. On va plutôt dire les choses de la manière suivante. On va dire que on peut trouver deux points A et B, tels que le vecteur U, ce soit exactement la même chose que le vecteur AB. Voilà. À ce moment-là, si ça c'est bon, si on arrive à trouver deux points A et B comme ça, on dit que U est un vecteur directeur de la droite T. Ok? Vous voyez là, les vecteurs U et V sont parfaitement égaux, ils ont même direction, ils vont dans le même sens, ils ont la même longueur. Bien. Alors ça nous donne cette définition-là. Donc un vecteur non nul U dirige une droite D lorsqu'il existe deux points A et B sur la droite T, tel que le vecteur U soit égal au vecteur AB. Bien, vous voyez que il y a un petit détail ici, c'est qu'il faut forcément prendre un vecteur non nul, mais c'est exactement comme de dire, je peux désigner la droite D par deux points A et B à la seule condition que A ne soit pas le même point que B. Sinon, ça définit pas la droite. Bien. On passe à la suite, je fais quelques remarques. Ben d'abord, le vecteur AB, ça dirige toujours la droite AB, hein. Prenez ce dessin, oubliez pour un instant que le vecteur U existe, oubliez que j'ai appelé la droite D1 et qu'elle était déjà tracée, imaginez que j'ai commencé par placer les deux points A et B, et que je me sois dit, eh bien voilà, je vais maintenant tracer la droite AB. Ok? Ben à ce moment-là, si on vous demande de préciser un vecteur directeur de la droite D1, vous pouvez dire vecteur AB bien sûr, ou alors vecteur BA, pas de problème. Voilà, donc, première remarque. Deuxième remarque, dire U dirige D, c'est peut-être pas le plus fréquent dans les énoncés. Le plus fréquent, c'est de dire que U est un vecteur directeur de la droite D. Alors vous remarquez qu'on dit un vecteur directeur, parce qu'il y en a peut-être plusieurs, on va en parler. En fait, il y en a une infinité. Et puis, une troisième manière de dire les choses, c'est de dire que la droite D est la direction de U. Alors cette troisième manière de dire les choses, elle est pas très naturelle, mais elle est importante quand même. Alors, remarque suivante, une droite D admet une infinité de vecteurs directeurs, et c'est donc pour ça qu'on dit U est un vecteur directeur de D et pas le vecteur directeur de D. Mais ça, c'est assez clair sur le dessin, hein. Je ne suis pas obligé de prendre
de prendre ce vecteur-là comme vecteur directeur, hein. Si vous regardez, voilà, je peux trouver toutes sortes de vecteurs directeurs pour la droite D, tous ceux qu'on voit défiler, là, lorsque V varie, ça fait à chaque fois un nouveau vecteur directeur. Il y a une exception quand même, c'est si jamais on prend tout pile V réduit à un point, c'est-à-dire en fait pas un point mais vecteur nul, hein. Ça on vient de dire c'est pas possible. N'importe quelle longueur pour V mais pas 0. Bien. Remarque suivante. Si vous prenez un vecteur U de la droite D, ben c'est aussi un vecteur directeur pour n'importe quelle autre droite parallèle à D. Et ben par exemple, voilà, si je trace une parallèle à D1, là, que je l'appelle D2, et bien vous voyez que U dirige aussi bien la droite D1 que la droite D2. Hein, je peux tout aussi bien venir superposer le vecteur U, le poser sur la droite D2 que sur la droite D1. Bien, donc c'est pas très... ça n'a pas l'air très spécifique, c'est un peu bizarre du coup de dire que D1 est la direction du vecteur U, alors qu'on a aussi le droit de dire que D2 est la direction du vecteur U. Peut-être qu'il faudrait dire une direction, mais ce serait trop ambigu. Alors on dit quand même la direction, ça lève pas complètement l'ambiguïté, il y a une petite complication théorique dans cette histoire sur laquelle que je ne vais pas détailler. C'est comme ça. Alors on passe à la diapositive suivante. Alors, deux vecteurs non nuls U et V sont dits collinéaires s'ils ont la même direction. Et vous voyez que c'est pour ça que ici en dernier j'avais dit on peut aussi dire que D est la direction de U parce que c'est un mot que j'utilise ici. Et en fait, il y a une autre manière de présenter les vecteurs, hein, que j'ai déjà un peu évoqué en fait, de dire que le vecteur U qui est là, il est entièrement caractérisé non pas par l'endroit où je l'ai dessiné puisque je peux le décaler à volonté sans problème. Non, il est caractérisé plutôt par le fait qu'il suive cette direction. Et pour être précis, maintenant on sait que cette direction, ça veut dire globalement parallèlement à D1. Hein, ou alors parallèlement à D2, mais c'est équivalent. Dans ce sens-là, mais dans ce sens-là, qu'est-ce que ça veut dire au juste dans ce sens-là? Ben, ça veut dire, si j'écris ici que le vecteur U c'est un vecteur CD, ça veut dire que il y a deux sens possibles sur la droite CD, c'est d'aller de C vers D ou de D vers C. Ben, ici, le vecteur U, son sens, c'est de C vers D. On donnera aussi une autre définition. Hein. Et puis enfin, troisième chose, sa longueur. La longueur du vecteur U, si vous la changez, vous voyez ici le vecteur V est un tout petit peu plus long que le vecteur U, mais du coup on ne dit pas que c'est égal au vecteur U. Hein. Et puis là, pareil, c'est pas un vecteur égal au vecteur U. Pour que le vecteur U soit égal au vecteur V, il faut vraiment qu'ils aient exactement la même direction, le même sens et la même longueur. Ces trois choses-là caractérisent complètement un vecteur. Bien. Donc je disais, on dit que deux vecteurs U et V sont collinéaires s'ils ont la même direction. Ben voilà, là, sur la figure, U et V ont la même direction, donc il y a une manière de dire la même chose, qui est de dire ils sont collinéaires. Et ça reste vrai, même si je fais changer
la longueur ou le sens de V. Hein. J'ai dit il y a trois choses qui caractérisent un vecteur. Il y a la direction, le sens et la longueur. Et bien ici, on peut dire que donc ils sont collinaires s'ils ont la même direction. Par contre, la longueur et le sens, c'est pas la peine. Donc dans tous ces exemples-là, on a deux vecteurs u et v qui sont collinaires. Tous ces exemples-là, toujours sauf 0, sauf pour lambda égale à 0. Mais on va voir que on s'autorisera quand même à dire que si jamais le vecteur v est nul, alors on peut dire qu'il est collinaire à u, mais on ne peut plus dire que u est collinaire à v, et donc on ne peut plus utiliser l'expression qui est symétrique de dire les vecteurs u et v sont collinaires. Vous voyez, si jamais il y a le vecteur nul, ça complique un peu les choses, c'est plus symétrique, on ne peut pas dire u et v sont collinaires, il faut dire qu'il y en a un qui est collinaire par rapport à l'autre, mais dans l'autre sens ça ne marche pas. J'y reviens dans un instant. Point suivant. Trois remarques ou deux remarques, les voilà. Alors, trois points distincts A, B, C sont alignés si et seulement si AB et AC sont collinaires. Et puis, deuxième point, deux droites AB et CD sont parallèles si et seulement si les vecteurs AB et CD sont collinaires. Alors, je vais commencer avec le deuxième parce que c'est vraiment le plus naturel. Tenez, je vais poser le vecteur U sur la droite des deux. Hein, et je vais faire apparaître les origines et les extrémités pour U et pour V. Voilà, ici on a deux vecteurs U et V qui sont collinaires comme tout à l'heure. Et vous voyez que si je réalise U comme le vecteur CD et V comme le vecteur AB, eh bien j'obtiens exactement la deuxième remarque. Le fait que AB et CD, les vecteurs AB et CD soient collinaires, c'est équivalent au fait que les droites AB et CD soient parallèles. Maintenant, je vais faire le premier point. Trois points ABC sont alignés si et seulement si AB et AC sont collinaires. Et ben, imaginez que je veuille que l'extrémité, enfin l'origine du vecteur U, ce soit exactement la même. Hein, le point A. Hein, à ce moment-là, le fait que U et V soient collinaires, c'est exactement équivalent au fait que les points A, B, D soient alignés. Alors je voudrais faire une dernière remarque, hein. C'est que la droite D1, vous voyez, j'ai écrit ici y égale à 1 quart de x. Hein, alors d'où sort ce 1 quart de x? Ben, en fait, ça va peut-être pas être évident. Attendez. Voilà. Alors, pourquoi cette équation de droite y égale à 1 quart de x? Parce que le coefficient directeur de la droite ici, il faut que ce soit 1 quart pour que ça ait la même direction que le vecteur v. Si vous regardez, on a l'équivalent d'un coefficient directeur qu'on peut calculer ici, hein, quitte à prolonger le dessin en une droite. Et le coefficient directeur ici, c'est 1 quart. Et donc, si je veux tracer une droite qui est le bon
le bon coefficient directeur pour être dirigé par le vecteur u, ben, il faut que je prenne comme coefficient directeur un quart, comme ici. Et du coup, pour avoir une droite D2 qui était parallèle, j'ai mis comme équation y égale à 1 quart de x moins 7. Il fallait juste que je prenne le même coefficient directeur pour avoir le parallélisme, et puis que je fasse changer la valeur du petit b dans y égale à x plus b. Mais tout ce que je raconte, comme la dernière fois, je voudrais préciser quand même que c'est indépendant du fait que j'ai une grille ou pas, et même du fait que j'ai un repère ou pas. Je peux me débarrasser de tout ça, épurer le dessin. Je n'ai pas besoin de repères pour faire le travail que j'ai fait. Toutes les notions que j'ai présentées sont indépendantes de la présence d'un repère. Bien, on passe à la diapositive suivante. Alors, ça c'est pour définir en fait ce dont j'ai déjà parlé, le sens d'un vecteur. Donc le sens d'un vecteur, je vous ai dit ici le sens du vecteur AB, c'est juste on va de A vers B et non pas de B vers A. Hein. La direction c'est la droite D1, le sens c'est dans quel sens sur cette droite on se déplace. Bien. Donc il y a une autre manière de dire ça pour définir le sens. C'est de dire un vecteur par rapport à l'autre, lorsqu'ils sont collinéaires. Par exemple, vous voyez ici, les vecteurs u et v ont le même sens, la même direction et même le même sens. Et à quoi ça correspond ici et comment expliquer le fait qu'ils aient le même sens? Ben, je peux dire ça par rapport au point A en disant que le point A n'est pas sur le segment DB. Le point A n'est pas sur le segment DB et je vais dire ben alors les deux vecteurs ont le même sens. Si jamais je prends un cas où les deux vecteurs n'ont pas le même sens, le vecteur A se retrouve entre B et D, autrement dit le vecteur A est sur le vecteur BD, et bien ça traduit le fait que les vecteurs n'ont pas le même sens. Donc c'est ça que j'ai raconté ici dans le premier point. C'est une manière un petit peu compliquée de raconter les choses peut-être, mais c'est au moins parfaitement rigoureux. Donc AB et AC ont le même sens si A n'est pas sur le segment BC, sinon ils sont de sens contraire. Et pour comprendre dans quel ordre ça marche, il faut faire le dessin. Bien. Notons K égale à AC sur AB. Alors ça veut dire le rapport des longueurs. Hein. Le rapport des longueurs, alors voyons voir sur le dessin, ici je vais prendre... hop. Vous voyez ici j'ai fait un vecteur V qui est collinaire au vecteur U et qui est 2 fois plus grand exactement. 2 fois plus grand exactement. Du coup, si je fais AB divisé par AD, ça fait 2 dans ce cas-là. D'accord? C'est ce rapport des longueurs. En fait, ça traduit là le rapport AB sur AD, il vaut 2, et il traduit exactement le fait que la longueur de V est 2 fois plus grande que la longueur de U. Donc, quand on regarde ce rapport de longueur, ben on obtient un réel strictement positif. Et donc, on va dire que si AB et AC ont le même sens, on va dire que AC c'est K fois AB. C'est-à-dire exactement sur mon dessin, ce qui a marqué là, ça correspond sur le dessin à dire AB c'est 2 fois AD. D'accord?
C'est ça. Le K ici représente le 2. Bon, et puis si jamais, ça c'était s'ils ont le même sens, si jamais ils n'ont pas le même sens, on met un moins. Voilà. Tout ça est très naturel. Voyons voir. Je prends un exemple. Voilà. Ça c'est moins 2 U. Ici, V est égal à moins 2 U. Bien. Alors, quelques exemples. D'abord, on peut dire que AB c'est une fois AB. C'est pas très très intéressant, mais c'est bien ça. Hein. On peut dire aussi que AB c'est moins une fois BA. Bon, c'est pareil, on peut se dire que c'est pas très intéressant, mais si, cette propriété-là, elle va être nettement plus intéressante en fait. Et puis le moins une fois BA, on peut simplifier comme avec les x, hein. Moins une fois x, on l'écrit en général moins x, et ben là on va écrire AB égale à moins BA. Et puis enfin, si M est le milieu de AB, alors on peut écrire AM plus MB égale AB. Alors là, vous remarquez qu'en fait, vous pouvez oublier l'hypothèse si M est le milieu de AB, ben, elle ne sert à rien. Cette égalité-là, elle est vraie de toute façon d'après la relation de Schall. À la place du point M, j'aurais pu mettre un point R, n'importe lequel. AR plus RB, ça fait toujours AB d'après la relation de Schall. Donc, en fait, c'est pas tout à fait ça que je veux dire. C'est que je vais regarder ce qui se passe de particulier lorsque je prends pour M le milieu de AB. Alors, allons-y. Pour bien me représenter les choses, je vais remettre la grille. Le point M, qui est le milieu de AB, c'est lui. Voilà le milieu de AB. Et ce que je disais, c'est que si on fait AM plus MB, ça fait vecteur AB, mais ça, c'est pas très transcendant, et c'est la relation de Schall. Qu'est-ce qui se passe de particulier lorsque M est le milieu de AB? C'est qu'en fait, le vecteur AM, c'est exactement le même que le vecteur MB. Hein? Du coup, au lieu d'écrire AM plus MB, je peux écrire AM plus AM. C'est les mêmes, AM et MB. Et AM et AM, ça fait 2 AM. Et donc 2 AM égale AB. Et voilà un autre exemple d'égalité de la forme AC égale KB. Bien, il y a autre chose qu'il faut dire, on va bientôt finir par avoir fait le tour, hein. C'est que si vous faites 4U plus 3U, ça fait 7U. Mais évidemment, ce que je veux dire, c'est quelque chose d'un peu plus général, que ça aurait marché aussi avec 5U et 8U qui font 13U. Hein. Plus généralement, on peut dire que si on fait lambda U plus mu U, ben ça fait lambda plus mu U. Et ce qu'on veut dire précisément, c'est que à la place des 4 et 3 qui font 7 ici, on peut mettre d'autres nombres. On peut mettre 5 et 8 par exemple, mais on peut aussi mettre 4,7 et 3,14. Pourquoi pas? On peut mettre des racines de 2, il n'y a pas de problème. Donc ce qu'on veut dire, c'est que cette égalité lambda U plus mu U égale à lambda plus mu U, mais elle est vraie, quels que soient les réels lambda et mu. Bien, ça y est, on arrive à peu près au bout de toutes les notions qu'il fallait voir et on va pouvoir bientôt faire la synthèse de tout ce qu'on a dit. Mais il faut encore parler du vecteur nul. Alors j'ai déjà évoqué le cas. Donc on convient de dire que le vecteur nul est collinaire à n'importe quel autre vecteur et qu'aucun autre vecteur n'est
collinéaire au vecteur nul. Hein. On ne peut jamais dire, tiens, le vecteur U est collinéaire à vecteur nul. On ne peut jamais dire le vecteur U et le vecteur nul sont collinéaires. Là, il y a une symétrie qui sous-entend que U serait collinéaire au vecteur nul, c'est pas possible. Et en revanche, dans l'autre sens, on a le droit de dire le vecteur nul est collinéaire à U, aucun problème, ça marche à tous les coups. On va aussi convenir qu'on peut écrire 0 fois le vecteur U égale à vecteur nul, hein, et que ça marche à tous les coups. Et alors, avec ces trucs-là, ces deux conventions, on peut écrire la proposition suivante. En fait, cette proposition, c'est un récapitulatif de tout ce qu'on a dit. Elle est écrite en 3 points qui disent à peu près la même chose avec des petites variations. Donc, premier point. Quand on a deux vecteurs U et V, et que U est non nul, alors on peut dire que V est collinéaire à U si et seulement si il est de la forme lambda U. D'accord? Alors ça on l'a déjà dit. Hein? Ah. V est collinéaire à U, ça correspond exactement à dire que c'est un certain nombre de fois U. Et en fait, c'est comme ça que j'ai construit mon vecteur V depuis le début, vous l'avez compris sûrement. C'est que V, j'ai dit, c'est un certain nombre de fois U, c'est lambda U. Et puis ici, j'ai pris lambda égale à moins 2. Donc sur mon dessin, V égale à moins 2U. Et si je fais varier la valeur de lambda, et bien ici, je vais enlever le point M. Ici, le vecteur V, on peut dire que c'est moins 0,4 fois U. Et ici, je peux dire que le vecteur V, c'est 2,5 fois U. Ici, le vecteur V, c'est 0 fois U. Mais à chaque fois, j'obtiens un vecteur collinéaire, et en fait, c'est équivalent de dire que V est collinéaire à U, ou de dire que le vecteur V est de la forme un certain nombre de fois U. Deuxième point. On prend un point M d'une droite à AB. Alors, AB et M sont alignés. Donc AM est collinéaire à AB. Et donc il existe un unique réel lambda, tel que AM ce soit lambda AB. C'est presque la même chose que la ligne du dessus. Hein. C'est la même chose que la ligne du dessus, ce deuxième point, exprimé avec des lettres, hein, et puis un point sur une droite. Troisième point, il est un peu plus fin et il va être très important plus tard dans le cours pour déterminer des équations de droite. Alors, si vous avez un vecteur directeur d'une droite D et un point A sur la droite D, exactement la situation dans laquelle on est ici, hein, un vecteur directeur de la droite D1, je vais oublier V là pour l'instant, j'ai placé un point A sur la droite D, hop, je fais un peu de ménage, voilà la situation. Oh, et puis je vais remettre le vecteur U, je vais le poser sur la droite tout pile en prenant comme origine A. Bien. U, un vecteur directeur d'une droite D, et A, un point de D. Alors, quel que soit le point M du plan, on peut dire que AM va être collinéaire à U si et seulement si M est sur la droite. Et là, vous voyez, la nuance avec tout à l'heure, c'est que je ne suis pas en train de parler d'un point de la droite. Le point M que j'ai choisi, je peux le mettre
où je veux sur le plan, la formule est vraie à tous les coups. S'il n'est pas sur la droite, c'est bien simple, c'est que le vecteur AM n'est pas collinéaire au vecteur U. Et la réciproque est vraie. Et s'il est sur la droite, eh bien c'est que le vecteur AM est collinéaire au vecteur U. Et c'est exactement, on a une correspondance parfaite. Le vecteur AM est collinéaire au vecteur U si et seulement si M est sur la droite. AM est collinéaire à U si et seulement si M est sur la droite. Et à ce moment-là, si on a deux vecteurs collinéaires, on peut dire que AM c'est un certain nombre de fois U. Par exemple, dans ce cas-là, on dirait que le vecteur AM c'est moins U. Et ce moins U, ça veut dire que c'est U multiplié par le nombre moins 1. Et on va dire tout simplement que moins 1, c'est l'abscisse du point M. Ça suppose que U soit fixé, et A aussi. On ne bouge plus maintenant. Le vecteur U ne bouge pas, le point A est fixé aussi, et par contre le point M, d'ailleurs j'ai appelé M comme point mobile. Et si je le mets là, il n'est pas sur la droite, et le vecteur AM n'est pas collinéaire au vecteur U, mais si jamais il est collinéaire au vecteur U, le point M est sur la droite primo, et puis secondo, je peux donc dire que AM c'est un certain nombre de fois U. Ici, AM c'est 2 fois le vecteur U. Et dans ce cas-là, je vais dire que l'abscisse du point M c'est 2. Le 2 de 2 fois le vecteur U. Et si je place le point M ici, je vais dire que l'abscisse du point M c'est moins 1. Moins 1 comme moins 1 fois le vecteur U. Voilà, on arrive à la définition qui va terminer cette vidéo avec les notations de la proposition ci-dessus. On dit que le couple grand A petit u est un repère de la droite D et que lambda, c'est l'abscisse du point M dans ce repère. Et on l'appelle xm en fait. Et vous avez une illustration ici où le vecteur AM, c'est 3 fois le vecteur U. Alors on dit que l'abscisse de M, c'est 3. Bien sûr, si j'avais placé ici le point M, son abscisse, ça aurait été moins 2. Bref, vous savez lire une abscisse. Alors, en fait, c'est un premier pas vers la définition propre et claire de ce que c'est qu'un repère d'un plan. Déjà, savoir ce que c'est qu'un repère d'une droite. C'est ce qu'on a fait ici, et vous savez bien que les repères pour un plan, on les appelle O, I, J, où O est un point, et on a deux vecteurs I et J. On y est presque. Il fallait deux vecteurs dans un plan, parce qu'un plan c'est de dimension 2. Là, on est sur une droite, on a besoin d'un seul vecteur pour se repérer. Voilà pour cette vidéo, et le grand 3 suivra. La suite, ce sera justement des repères du plan.